C'est la nouvelle chef d'Ensemble Montréal et elle aimerait devenir la deuxième mairesse de l'histoire de la métropole l'automne prochain. D'ici là, il nous reste quelques mois pour apprendre à la connaître un peu mieux. Elle qui met déjà les chances de son bord en se présentant au balado de l'heure. Bienvenue à notre grande entrevue de la semaine, Soraya Martinez-Ferrada. Salut! Salut, bonne fête du Canada, en Oui, passant. oui, effectivement. Est-ce que c'est comme quelque chose, ça, pour toi, la fête du Canada? Ben, je pense que pour bien du monde, là, tu sais, je veux dire, que tu sois autant une nationaliste, souverainiste, québécoise, tu vas fêter la fête nationale et pas. Oui. Autant qu'il y a des gens qui vont fêter la fête du Canada, des gens qui sont arrivés ici. Tu sais, ma famille, on est des immigrants Oui. qui sont arrivés au Québec, donc on est des fiers Québécois, mais aussi, tu sais, des gens dans ma famille, ben, ils aiment ça fêter le Canada. Fait que fêter les deux un peu, là. Ben, c'est pas une question de fêter. Je pense que c'est un moment aussi pour se, tu sais, se retrouver en famille, entre amis. Hier, je regardais plein de monde dans les parcs. Tu sais, ça te donne une journée de congé lundi. Tu sais, bref. Ouais. Fait que non, je pense que c'est un moment qui est le fun. Hein. Es-tu plus Shania Twain ou les Cowboys fringants? Oh my God, les deux. Les deux? Oui. Shania Twain? Mais oui, Shania, tu sais, Shania, comme sérieux, c'est une des plus grandes féministes au niveau de la musique. Je sais pas si tu as vu le documentaire qui était sur elle. Elle a quand même fait beaucoup de choses pour les femmes. Il paraît que c'était bon, hein, c'est ça. C'est qui elle était comme femme qui est vraiment intéressant. Ouais. Puis bon, écoute, Feel Like a Woman, je veux dire, y a-tu quelqu'un qui aime pas ça, là? Ouais. Puis Cowboy Fringant, écoute, la petite histoire avec Cowboy Fringant, moi, j'étais étudiante au HEC. J'étais dans l'association des étudiants des HEC. Et on a fait venir le groupe Les Cowboys Fringants. Quand même? Au HEC. À quelle année? Quand personne ne les connaissait. Okay, on avait, au HEC, une salle pleine, ils nous ont coûté 5 caisses de bière. C'est pas tout? Une blague, je te jure. 5 caisses de bière. Année, ça? C'était en... Écoute, j'étais au HEC en... Écoute, ça fait au moins quasiment 25 ans. Là. OK, fait qu'il était comme il pas était connu. début, là, il y avait des petites tunes C'était très, très, très peu connu. Mais il y avait une petite crowd de fidèles qui commençait. Fait que les crowds de fidèles, écoute, au HEC de la cafétéria, on était genre 600 personnes. Là. Ça avait été ils venaient pour 5 caisses de bière. Ils sont venus pour 5 caisses de bière. Puis je me souviens, il a commencé en disant « Écoute, j'en reviens pas, si j'étais à l'université des comptables. » C'était vraiment drôle. Puis fait que j'ai eu des beaux souvenirs avec les Cowboys Fringants. Okay. Fait que c'est les deux. Les deux. Ouais. Soraya, tu t'es lancé dans la course à la mairie sous la bannière d'Ensemble Montréal contre Luc Rabouin, successeur de Valérie Plante de Projet Montréal. Êtes-vous déjà en campagne ou là, c'est quoi le mot? Oui, là? parce que, en fait, contrairement à certaines autres paliers de gouvernement, tu sais, le premier, tu sais la date. La date est fixe. Tu sais qu'elle s'en vient. Ouais. Fait que c'est comme si tu vas avoir un gros accident et tu te prépares pas pour ça. Là. Fait que c'est sûr qu'on est déjà en campagne. On appelle ça pré-campagne. Fait que, puis c'était pour ça aussi que c'était important pour moi de me lancer tôt parce que sinon... Je dis souvent que Montréal, c'est comme un pays, là. Tu as 19 arrondissements. Tu sais, il peut pleuvoir à Pierrefonds puis faire beau à Pointe-de-l'Île, tu sais, je veux dire, c'est ça, Montréal. Là. Ouais. Fait que ça prend du temps. Fait que, J'imagine qu'on est déjà en campagne. Il y a peut-être une petite stratégie, j'en parlais avec ton équipe tantôt, tu peux pas non plus enfoncer trop de politique dans la gorge du monde au mois de juillet. Non, puis on a un défi de notoriété tous les deux. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Bon, lui, il est élu depuis quand même beaucoup longtemps que moi au niveau municipal. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même un peu plus connu que moi, mais je pense que oui, effectivement, tu peux pas... C'est un marathon, là. Tu peux pas être en sprint tout le temps, tu vas te brûler, là. Fait que c'est sûr que... Puis les gens, ils sont pas là en ce moment. Là, les gens sont en vacances. C'est pas le moment nécessairement d'être en train d'annoncer à tout bout de champ des annonces que de toute façon, les gens, dans 2 mois, vont plus s'en souvenir, là. Le défi de notoriété, c'est intéressant parce que c'est à double tranchant. Il y en a des fois des gros noms qui arrivent, puis c'est payant, mais ça peut être aussi l'effet inverse. Oui, tout à fait. Puis moi, je pense qu'à Montréal, l'avantage, c'est que les médias vont aussi créer la course. Ouais. Hein? Ils vont, c'est ça aussi, là. Je veux dire, ils vont nous porter parce qu'on aime ça, les courses, là. Fait que on aime ça regarder ça. Fait que c'est sûr que les médias vont aider aussi à ce que la notoriété monte. C'est un peu ce qui est arrivé autant avec Mélanie Joly, avec Valérie Plante la première fois. Tu sais, Valérie, elle n'était pas connue pas du tout, là. Puis Mélanie Joly était bien moins connue que toi quand elle a commencé. Quand elle a commencé. Fait que, tu sais, les médias ont créé la course parce qu'ils trouvaient ça intéressant. Fait qu'il y a un peu de ça aussi qui va arriver. Puis j'imagine que c'est pas évident dans le contexte actuel où les médias sont déchirés avec ce qui se passe l'autre bord de la frontière, ce qui se passe au Proche-Orient. L'actualité quand même politique extérieure foisonne. Puis paradoxalement, une course à la mairie, c'est big aussi. Puis je pense que contrairement à avant, là, même pour le temps de Mélanie Joly à l'époque,
les médias sociaux sont encore plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient quand Mélanie s'est lancée. Ouais. Tu sais, en 10 ans, là, ça a énormément changé. Là. Plus que 10 ans, maintenant, presque 13 ans. Tu sais, ça a beaucoup, beaucoup changé aujourd'hui versus... Tu sais, TikTok n'existait pas, là. Non. Ça te donne une idée, là. Fait que c'est sûr que les médias ont changé. Quand on parle de médias, maintenant, on parle aussi de médias sociaux, on parle d'influenceurs, on parle de toutes sortes de choses qui n'étaient pas là avant. Fait que la campagne, pour ça, elle va prendre plus de temps. Puis pour ça que les médias deviennent plus importants. Là, j'ai vu que ton équipe est jeune et hip. Fait qu'au moins, vous n'allez pas tomber dans les pièges de réseaux sociaux. T'es en train de dire que je suis vieille, puis... Pas du tout, mais tu sais, des fois, tu regardes QS, leur game de réseaux sociaux, TikTok, t'es un peu cucu, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est quand même important maintenant de se démarquer là-dedans, j'imagine. Mais moi, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des gens qui n'étaient pas nécessairement de ma génération, puis ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, moi, quand j'étais très jeune, j'avais des mentors qui étaient très seniors, tu sais. Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi. Louise Arel, mettons. Louise Arel, tu sais, Marcel Côté a été quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé. Tu sais, c'est des gens qui ont 30-40 ans de plus que moi, là. Fait que c'est sûr que même quand j'étais jeune, j'avais des gens comme ça que je trouvais intéressants. Puis aujourd'hui, je trouve même qu'une Louise Arel, elle a encore beaucoup, beaucoup de jeunes qui la suivent. Puis j'ai la chance d'avoir aussi beaucoup de jeunes qui me suivent. Puis à quelque part, non seulement ça me garde pas jeune, mais jeune dans l'esprit, dans la vivacité de nos idées, puis de savoir comment le monde bouge. Parce que sinon, si t'es pas où le monde est, tu réponds pas à ce que le monde a besoin. Fait que puis ça inclut aussi les jeunes. T'sais. Fait que c'est pour ça que je me considère très chanceuse d'avoir des jeunes femmes qui me suivent comme ça. Puis des jeunes hommes aussi. On a une ex-jeune collègue qui tantôt je demandais parce qu'elle est rendue dans ton équipe. Oui. Et là, je disais, ben pourquoi? Puis elle t'a rencontré dans un événement, puis elle a voulu te suivre. Fait que pourquoi les jeunes t'aiment? Qu'est-ce que... Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai... puis avec beaucoup d'humilité. J'ai beaucoup d'humilité. Ça, je vais t'avouer. Puis il n'y a pas grand... Puis même mon équipe, des fois, sont un peu nerveux parce que je suis pas très pudique. Moi, la vie, c'est la vie. C'est autant que tu sois un politicien ou une personne normale. Fait que, tout nous arrive à tout le monde. Fait que, je suis très ouverte là-dedans. Fait que je pense que ce qui attire beaucoup, je pense, c'est l'authenticité. C'est ce que tu vois, c'est ce que je suis. Ce que je te dis, c'est ce que je suis. Tu sais, il n'y a pas de... Il y a pas de game, il n'y a pas de... C'est ça. Fait que je pense que ça attire. Puis les gens se sentent en confiance. Puis ils ont le goût de faire « Ah, OK, ben si elle dit quelque chose, elle va le faire. » Fait que ça, c'est le fun. Oui, c'est une belle qualité, l'authenticité. Oui, c'est ça, l'authenticité. C'est ce qu'on reproche souvent aux politiciens, justement, de jouer une game et de tout ça. Fait qu'on veut des personnages vrais, on veut des l'humain. Puis moi, j'ai jamais fait de la politique pour faire de la politique. Tu sais, la politique c'était pas un plan pour moi. T'sais, c'était pas quelque chose que j'avais dit, un jour, je vais faire ça. La politique est venue à moi parce que les gens m'ont demandé de le faire. Parce que j'ai toujours voulu être utile dans la vie. Puis la politique, c'est une façon d'être utile, mais c'est toujours le goût de servir puis d'être utile à ta communauté, à ton monde. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que faire de la politique, c'est une façon de mettre la main dans la pâte puis faire des choses. T'sais. Concret. Oui, c'est ça. Tu l'évoquais tantôt, les réseaux sociaux sont rendus importants. C'est quoi ton rapport avec ça? Je te dirais, écoute, comme tout le monde, tu sais, des fois, il y en a tellement que tu dis ça devient complexe, hein, d'autant d'être sur Instagram, Facebook, tu sais, bon, LinkedIn. Maintenant, est-ce que je m'en vais sur TikTok ou pas? Tu sais, il y a toute l'idée de est-ce que TikTok, c'est sécuritaire au niveau de nos données. Tu sais, je viens du fédéral. On s'est interdit TikTok. Tu comprends? Mais aujourd'hui, nos jeunes sont sur TikTok. Fait que c'est sûr qu'est-ce qu'on y va, est-ce qu'on est là-dedans. Fait que je trouve ça complexe, mais en même temps, c'est nécessaire. Puis c'est une nouvelle forme de communiquer qui est aussi intéressante parce qu'elle me permet d'être authentique, tu sais, moi-même. Puis ça, je trouve ça le fun. Où je trouve que s'il faut faire attention, c'est que ça ne devienne pas stagé. C'est que là, finalement, ton média social n'est pas une vitrine sur cette authenticité, mais c'est une vitrine sur quelque chose qui n'est pas vrai et pas réel, puis que tu fais un peu de glamour dessus, puis tu te dis, bon, fait que moi, je veux pas aller là. Fait que c'est ça. C'est intéressant. Puis pour les femmes, par contre, les réseaux sociaux, ils ont été raides dans les dernières années. Il y a beaucoup de femmes qui ont jeté la serviette, même de la politique. Pas juste à cause de ça, mais je pense que pour en avoir jasé une couple, ça en faisait partie. Ça va t'arriver immanquablement avec la notoriété. Puis mais c'est arrivé une fois, vraiment, quand j'étais députée, ministre au Parlement l'année passée.
la date exacte, là, je m'en souviens plus, là, je pense que c'était septembre. Il y avait une manifestation sur le droit des femmes, puis il y avait les pro-vie qui étaient sur le Parlement. OK. Puis je me suis ouverte très humblement au Parlement, dans la Chambre des communes, où j'ai fait une déclaration où moi-même, j'ai eu accès à un avortement. Parce que j'étais au Chili. Au Chili, non, c'était pas légal. Puis je suis revenue au Canada pour avoir un enfant. Et je l'ai dit au Parlement. Écoute, le nombre de messages que j'ai eus sur mes médias sociaux, là, tu veux même pas les lire. Là. Des gens C'est hallucinant. Là. Fait que c'est sûr que je peux comprendre que quand on est vraiment complètement nu devant la population, parce que les médias sociaux peuvent t'amener là, les femmes sont celles qui vont toujours avoir le backlash le plus important, le plus fort. Fait que oui, moi, je me suis dit, à partir de ce moment, je me suis dit, regarde, tu te regardes plus. Tu fais ce que tu as à faire. Tu te dis, moi, je le vois, là, même, on a des trolls, nous, de projets là, sur moi. Là, mais à un moment donné, tu fais, regarde, moi, je parle aux gens à qui j'ai parlé, puis j'ai pas à réagir à ce genre de commentaires-là. Mais oui, ça existe. Puis l'anonymat des médias sociaux fait que les gens se permettent beaucoup de choses qu'ils ne le feraient jamais dans ta face. Non, c'est ça. Fait que faut pas le prendre personnel. Non, c'est ça. Mais c'est dur. Ça doit être oui, tough, puis je comprends que beaucoup de femmes, ça devient extrêmement difficile. Ouais. Ton parti est à rebâtir après avoir été chassé du pouvoir à 2 reprises les dernières élections. Est-ce que le fait qu'il soit associé à l'ancien maire et fondateur Denis Coderre, ça peut nuire? T'sais, on peut pas dire qu'il est dans sa meilleure passe médiatique. Là. Moi, je te dirais, oui. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, j'aurais pu faire un nouveau parti. Puis dire, moi, je me lance, je fais un nouveau parti. Puis moi, je partais de l'idée que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours voulu, comme je te disais, servir, rassembler les gens autour d'un projet. Puis là, en ce moment-ci, c'est de rassembler les gens autour de reprendre les rênes de Montréal puis la gestion de Montréal. Je pouvais pas faire ça en commençant par divisant. Donc, je me suis lancée dans l'aventure de dire, je reprends un parti et je le reconstruis. Puis oui, c'est plus de travail, mais tu sais, on a 35 élus actuellement dans ce parti. Montréal, c'est 102. Le parti sera plus le parti de ce qu'il était. C'est un nouveau parti. On a changé le logo. La façon dont on communique aussi est différente. On a des bons candidats qui s'en viennent, qu'on n'a pas annoncé encore, qui s'en viennent. Fait que moi, je suis très confiante que les gens, en fait, ils vont voir que moi, je suis pas Denis Coderre. J'ai pas l'air de Denis Coderre. Je suis pas Denis Coderre. Donc, je pense qu'on est dans une situation où le renouveau du parti est possible. Ouais. Est-ce que vous vous connaissez ou est-ce que c'est comme une... On se connaît, mais on s'est jamais parlé. Mais on se parle pas, là. Non. Fait qu'il n'est pas comme un gérant d'estrade du parti. Hey, c'est moi qui ai parti ça. Puis j'accepterais pas un gérant d'estrade. Non, c'est ça. Il avait-tu son cellulaire, voilà? Ben, il aurait dû le dire qu'il l'avait. Avant de jaser politique, c'est pas le sujet le plus estival. On va apprendre à se connaître, OK? T'es né en 72 au Chili, en pleine dictature de Pinochet, où t'as passé les premières années de ta vie. T'en conserves quel souvenir? Parce que t'étais quand même jeune. J'en conserve des souvenirs assez frappants, ce qu'on retient quand on est jeune en bas de 8 ans. Là. Moi, je me souviens, les militaires dans l'école qui nous... Parce qu'il avait changé l'hymne national au Chili. Puis ils nous forçaient à chanter le nouvel hymne national. Puis quand on le chantait pas, moi, je viens d'une famille extrêmement impliquée, des socialistes de gauche militants. Mon grand-père s'est caché là, pendant longtemps. Fait que moi, je me refusais de chanter l'hymne national. Puis je me faisais taper en dessous de la tête là, par les militaires qui me disaient, mais non. Les militaires étaient dans la classe pour veiller. Les militaires étaient dans la cour d'école intérieure, puis ils s'assuraient que les enfants chantaient. La nouvelle fait que moi, j'ai des images des militaires dans la rue, j'ai des images des militaires dans la cour d'école. J'ai le souvenir des gens qui courent dans la rue. J'ai le souvenir de, nous, dans la famille, il y a des gens qui ont été au stade, qui ont été torturés. Fait que, il y a comme un... C'est dans l'ADN de la famille, tu comprends? Cette espèce de persécution là, que tu vis. Là. Fait que c'est sûr que c'est dans notre dans qui on est. Là. Puis cette histoire du pays, elle te suit de génération en génération. C'est pour rien qu'on dit que les conflits de guerre qui durent depuis des décennies et des centaines d'années, c'est parce que c'est dans la... C'est ancré. C'est ancré dans la culture des familles, tu sais. Écoute, tu débarques à 8 ans dans Hochelaga, près du métro Joliette. C'est un pas pire changement de décor, là, mettons. Est-ce que tu te souviens de tes premières impressions? Tu passes du Chili sous une dictature militaire. Métro Joliette dans les années 80? Ben, moi, je me souviens, en fait, de débarquer à l'aéroport avec ma poupée où je comprenais rien. Parce que je parlais français, mais je parlais pas français. Puis je comprenais rien. Puis je me souviens de débarquer dans un tout
petit appartement. On était 2 chambres à coucher de souvenir, puis on était peut-être 3 familles là-dedans. Puis je sais, je me souviens de passer d'une maison, une grande... Tu sais, on avait une belle maison, nous, au Chili. Pas une belle maison, mais tu sais, des maisons dans le sud. Tu sais, t'as des vignes de raisin. Vous étiez dans quel coin? On était à Santiago, puis ma famille vient d'une ville qui est sur le bord de la mer, là. Okay. Fait que c'est sûr que tu passes de ça à... OK, c'est un carton, là, c'est tout petit, là. Puis, tu sais, de voir tes parents, tes grands-parents qui pleurent, cette détresse de l'arrivant, là, qui est dans le mode survie, là. Toi, t'étais une petite fille, tu catches pas, parce que c'est des réfugiés politiques, tes parents, ils étaient un peu menacés s'ils restaient. Fait que... Oui, mon grand-père n'est jamais retourné au Chili, il est mort en exil, parce qu'il était sur une liste noire, fait que lui, s'il mettait les pieds au Chili, il se faisait arrêter. Qui n'est jamais été... Il a été un journaliste. C'est lui qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour faire connaître ce qui se passait au Chili. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux. Hein? On n'était pas là-dedans, là. Fait qu'on était juste dans le téléphone. Fait que des appels à clandestins pour écrire dans un petit journal qu'il imprimait dans son sous-sol, qui a fait ça pendant 10 ans. Moi, à tous les jours, quand je revenais de l'école, je revenais dans le sous-sol. Il y avait une grosse Bertha là, d'imprimante. Là. Wow. Puis moi, j'allais coller. Tu sais, à l'époque, là, on n'avait pas d'infographie Internet. Là. On coupe le titre, on le colle, tu sais, puis on fait des montages sur une lumière, là, en dessous de lumière. Là. Tu sais, on est dans les années 80, là. Fait que moi, j'ai fait ça pendant longtemps, là, d'aller l'aider à faire. Puis après, on imprime, puis on va distribuer ça dans la communauté, aux journalistes, pour faire comprendre ce qui se passait au Chili. Ouais. Donc, beaucoup des gens comme mon grand-père dans d'autres pays ont fait mobiliser les médias internationaux sur ce qui se passait au Chili, tu sais. Fait que pendant que je faisais du Big Wheel, on a à peu près le même âge. Toi, tu faisais la révolution... Moi, je faisais la révolution dans le sous-sol de mon grand-père. Dans le sous-sol de ton grand-père. Oui. Ton engagement politique commence par un engagement communautaire comme bénévole à Saint-Michel. J'ai lu que le point de départ, c'est une grossesse difficile. Je sais pas si c'est trop délicat d'en parler. Non! Mais... Ben, en fait... C'est ça. Moi, j'ai étudié pour être dans l'administration, puis je travaillais dans une banque, puis je me suis écœurée, puis j'ai dit, je peux pas faire ça dans ma vie. T'as étudié là-dedans, dans le fond, HEC. Au HEC, c'est ça. Fait que là, je travaillais dans une banque. T'as vu les cowboys, t'as fait, hey, fuck off, là, ouais. Non, pas juste ça, c'est parce que je travaillais dans une banque, puis j'ai vraiment pas aimé ça, puis je dis, fait que je suis allée travailler pour une petite compagnie de danse qui s'appelait Le Corps Indice, en tournée pendant genre 3 ans. Okay. Puis j'ai fait plein de pays, là, c'est super le fun. Mais je suis tombée enceinte. Puis là, je pouvais plus voyager. Puis j'ai une grossesse effectivement difficile. Puis moi, écoute, j'ai la bougeotte, là. Moi, je peux pas rester chez nous. Puis ma mère, elle m'a dit, écoute, là, arrête d'écœurer le monde. Là. Va donc faire une couple d'heures de bénévolat à l'écoquartier. C'est en face de chez vous. Ils ont besoin de quelqu'un parce qu'elle elle était bénévole. OK. Fait que j'ai fait ça pendant quelques semaines. Puis après, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai travaillé à l'écoquartier pendant presque 4 ans. C'était complètement un changement, là. Passer de faire des tournées internationales à travailler dans le communautaire, là. J'ai adoré ça. J'ai fait ça pendant 4 ans. Puis, c'est ça. Fait que oui, c'était parce que je devais rester pas trop... parce que j'avais une grossesse effectivement difficile. Puis, c'est pour ça que... T'as pogné la piqûre? J'ai pogné la piqûre communautaire. Tu as travaillé à TOU dans ce temps-là? Oui, puis la TOU, en fait, c'est arrivé, c'est qu'eux, ils s'en venaient avec un gros projet de revitalisation avec le Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque, le parc aujourd'hui qui est Frédéric Bach à l'époque. Ouais. Puis moi, je travaillais dans le milieu communautaire. Puis quelqu'un leur a dit, si vous voulez que ça marche, parce que c'est un projet de 65 millions qui arrivait dans un quartier des plus pauvres à Montréal, avec des grands besoins. Puis on dit, ben ils ont quelqu'un qui pourrait vous aider à ce que ça atterrisse socialement acceptable dans le quartier. Mm-hmm. Puis c'est mon nom qui est sorti. Puis il a dit, allez la chercher, elle va vous aider. Fait que j'ai travaillé pendant 5 ans à la TEU pour faire ça. Fait que je faisais des grands événements sur un terrain vacant. Okay. Que les gens commencent à s'approprier le fait qu'il y a un grand projet qui s'en venait, mais que c'était pour eux. J'ai créé un programme d'insertion professionnelle pour les jeunes de Saint-Michel, pour que les gens y travaillent dans la TEU, qui viennent du quartier. C'est ça, tu as fondé un programme là, d'insertion professionnelle. Oui, puis en fait, le programme était basé sur... C'est pas genre, est-ce qu'à compétence égale, tu as la job? Ouais. Parce qu'à Saint-Michel, tu l'as pas, la compétence. T'sais. Fait que c'est quoi ton code postal? Puis je vais former pour que tu fasses la job. C'est une façon très différente de penser l'intégration. J'avoue. Parce que sinon, tu peux pas penser que les gens vont avoir la même compétence s'ils n'ont pas eu les mêmes chances de vie que toi. Pas dans un quartier comme Saint-Michel. Fait que tu peux pas prétendre offrir à chance égale quelque chose qu'ils n'auront jamais accès. Fait qu'il faut que tu les formes pour ça. Si tu penses vraiment que tu dois leur donner une chance, puis qu'ils ont le droit d'avoir plus de chances qu'un autre parce qu'ils habitent dans ce quartier-là,
ben il faut que tu fasses un programme qui est différent. Puis on a créé, puis honnêtement, c'est le premier programme comme ça au Québec. Là. Ça n'existait pas avant, ce genre de... C'est un mindset très différent. Ce paradigme est complètement différent. T'étais un bon modèle pour les gens parce que tu prêches tu peux prêcher par l'exemple. Toi, t'as appris la langue, t'es arrivé ici, puis là, t'es rendu... Puis moi, j'ai grandi dans le hood, dans le hood de Saint-Michel, district 67, comme ça qu'on l'appelait. Puis j'aurais pu très facilement m'en aller dans une autre. Tu sais, moi, j'ai des amis qui ont fait des amis de l'époque, là. Tu sais, quand j'étais jeune à Saint-Michel, des jeunes qui ont fini en prison, une couple, deux qui ont fini finalement leur vie pour toutes sortes de raisons. Tu sais, comme... Le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord, RDP, tout ce quartier de l'Est, c'était pas un quartier facile dans les années 80, là. Fait que c'est sûr que j'aurais pu... puis effectivement, tu sais, il faut que tu acceptes que pour travailler avec des jeunes ou des gens qui sont très marginalisés, qui n'ont pas eu la même occasion que toi, ben il faut que tu arrives avec des programmes qui sont dédiés à ça. T'sais. Puis l'ATEU a fait ça. T'aurais pu tomber puis j'aurais pu tomber l'autre bord. Oui, effectivement. On t'associe à la scène fédérale, mais tu as été quand même député libéral de Schlager puis ministre, mais tu as quand même commencé, c'est un retour aux sources, tu as commencé au municipal de 2005, en 2005, tu avais 32 ans. Oui. Mais ça aussi, c'est vrai parce que c'est le communautaire qui sont venus me dire « Va donc te présenter au municipal. Ah oui, OK. On a besoin de quelqu'un là, qui connaît Saint-Michel, qui pourrait aller défendre Saint-Michel. » Puis c'est comme ça que je suis allée, parce que moi, écoute, la politique municipale, c'est comme ça que mange quoi en hiver? Gérer des poubelles, ça me tente pas, tu sais. Non, mais sérieux, là, t'es comme, OK. Puis là, j'ai un monsieur, Pierre Desrochers, qui était le directeur du CLSC de Saint-Michel. Pierre m'avait dit, Sarah, on a juste besoin de quelqu'un qui va aimer son monde dans Saint-Michel puis qui va aller défendre. Puis on s'en fout des poubelles. Tu cochais là-dessus. Tu sais. Les poubelles, tu vas t'en occuper parce que t'es tout doueur puis tu ne laisseras pas traîner des poubelles. Tu veux un quartier qui est propre parce que tu veux être fier de ton quartier. Okay? C'est pas ça la job. Il faut la faire, mais c'est pas ça la job. Puis c'est drôle parce que je pensais à lui quand j'ai décidé de me lancer à la mairie. Puis il m'a écrit, mais puis il est à la retraite maintenant. Il est en fin de vie, en fait. Puis je me souvenais de cette conversation-là. Puis aujourd'hui, c'est comme la même conversation. J'ai beaucoup de monde qui sont allés me chercher en me disant « Viens donc à la mairie de Montréal. » Moi, sérieux, là, j'étais bien. Là. Moi, j'étais députée d'Hochelaga. J'ai gagné un quartier, un comté qui n'avait pas été libéral depuis presque 40 ans. Puis j'aimais ma job de députée. Vous faites 1 million par année, tu sais, Non, pas en tout. Non, mais t'avais pas... ça allait bien, là. Non, ça allait bien, j'aimais ça, tu sais, j'ai jamais... Tu sais, je suis fière d'avoir été ministre, que Justin m'a nommé dans son cabinet. Avoir eu cette expérience-là, c'était extraordinaire. Mais Montréal, c'est ma ville, tu sais, fait que j'ai eu le même sentiment de, OK, Montréal a comme besoin qu'on s'en occupe. Montréal a besoin qu'on l'aime. Montréal a besoin que, tu sais, est-ce que quelqu'un qui a envie de faire la job? Parce que c'est sûr que Montréal, c'est compliqué à gérer. C'est pas une ville facile. Mais my God, que c'est une ville qui a tellement de potentiel. Puis je trouve que elle est silencieuse depuis quelque temps, tu sais. Puis il faut comme rallumer l'étincelle de cette grande ville qui est Montréal. Réveiller Montréal. C'est-tu ça le slogan? Non, mais moi, le retenir, c'est vraiment pas super. Réveiller Montréal, je veux un copyright là-dessus. Ah oui, c'est bon, on aime ça. Réveiller Montréal. Ou deux mains sur le volant. Ah non, ça peut-être pas. Non, ça peut-être pas. Non, ça, c'est pas sûr que ça a été bon, finalement. OK. Tu t'es fait élire, je reviens dans ton passé, dans le parti de Gérald Tremblay. Tu l'as quitté juste avant le scandale des compteurs d'eau. Fait que finalement, t'as bon flair. T'es parti. Mais je suis partie pour ça. Je suis partie pas à cause des compteurs d'eau. Je suis partie en 2007 parce qu'à l'époque, il y avait l'îlot Balmoral, qui était en fait le projet de la SHL, qui aujourd'hui, l'ONF, les grands ballets qui sont là, le quartier des spectacles. Mais avant le quartier, là, les gens ils pensent que ça a toujours existé. Ben non, c'était avant l'îlot Balmoral, puis il y avait un grand projet immobilier, puis nous, on l'a arrêté, ce projet-là. Puis c'est pour ça qu'on a quitté. Parce qu'on a senti que c'était pas un parti qui était... En tout cas, moi, j'ai pas senti que c'était un parti qui était clean en termes de comment il parlait aux gens. Puis je suis partie en 2007. Je suis siégée comme indépendante. Je suis partie pour ça. Mais on avait mis 2 ans dans le grand projet qui était Montréal Métropole culturelle, qui était le secrétariat, qui a donné le quartier des spectacles. Moi, je suis partie le 15 septembre. Le 17 septembre, on a inauguré le 140 millions qu'on est allé chercher à Québec. On s'entend-tu que c'est pas en 2 jours qu'on avait fait ça? Là? Ça faisait 2 ans qu'on travaillait là-dessus. Moi, puis à l'époque, Benoît Labonté. Puis on a livré quelque chose d'extraordinaire pour Montréal, qui est le quartier des spectacles. Puis je pense que quand tu fais ça en 2 ans, là, Montréal, on pourrait faire tellement beaucoup de choses. Là. Mais oui, effectivement, tu
sais, j'ai quitté un parti qui allait pas bien. Là. Oui, puis je me souviens, il faut te rendre à César. Je pense que tu avais déjà des différends. Tu étais sorti aussi Oui, j'étais publiquement sortie une couple de fois. contre l'administration. C'est ça. Donc, tu as siégé comme indépendante. Puis, tu as rejoint Vision Montréal, qui était dirigée par Louise Arel, on en parlait tantôt, qui était devenue la chef de cabinet de Louise après. C'était comment être avec Loulou? C'est drôle parce que le lendemain de l'élection municipale, tu sais, un chef, tu le vois pas nécessairement dans ta campagne. Tu sais, toi, tu fais ta campagne, puis bon. Puis le lendemain de la campagne, on n'a pas été élus, on a perdu tout ça. Téléphone seul, moi, je réponds, puis elle dit « Soraya, bonjour, c'est Louise. » Là, je suis comme « Louise. » Je savais pas à de qui c'était. Écoute, c'était Louise Ariel, tu sais. Là, je suis comme « OK, excusez, pardon. » C'est Louise Ariel. Puis là, elle me dit « Écoute, j'aimerais ça que tu deviennes ma directrice de parti. » Je suis comme « Elle est tombée sur la tête. » Puis ça a été difficile parce que le parti était extrêmement endetté. Était sur le bord de la faillite. Je pense que pour Louise Arel, une femme aussi extraordinaire que cette femme-là, avoir fini sa carrière politique avec une faillite de parti, c'était pas la chose à faire. Et j'ai travaillé très fort, très, très fort, pendant 4 ans pour sauver, en fait... Puis elle est restée, tout son mandat. Puis ça, là, je trouve qu'en politique, il n'y a pas beaucoup de monde avec cette dignité de la fonction. Non, de dire... J'ai été élue, je suis chef d'opposition, mais je fais mon mandat. Elle est restée 4 ans, là. Elle n'a pas besoin d'être ça, Louise Arel. Elle n'avait pas besoin d'être ça. Puis elle est restée, puis c'est elle qui a sorti beaucoup de choses à Montréal. La collusion dans les contrats. On a demandé une commission d'enquête publique à tous les jours. On avait des motions à tous les mois depuis... on a fait ça pendant 2 ans. Là. À tous les mois, on avait une motion sur une demande d'enquête publique. Fait que Louise, elle a été digne dans la fonction jusqu'à la fin de son mandat. Puis ça, pour moi, ça a été une femme extraordinaire. Je suis très contente de l'avoir dans ma vie encore aujourd'hui. Je suis très contente qu'elle ait été dans ma vie à ce moment-là. Ça a été une bonne mentor, puis très fière. C'est une tête forte. Elle tenait tête justement même à René Lévesque dans le temps. Oh my God, c'était oui. comme un bouton noir un peu. Oui, mais ce que je trouve extraordinaire, Louis, c'est que ces gens-là qui, oui, sont des têtes fortes, puis je me considère aussi une tête forte, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que Louise, elle m'a appris quelque chose. Puis je pense qu'on doit tous avoir ça dans notre tête quand on parle à des gens. Quand tu as quelqu'un devant toi, c'est de te demander comment cette personne existe. Qu'est-ce qu'elle a besoin dans sa vie? Pourquoi elle existe? C'est quoi sa raison d'être? Quand tu comprends ça, mais tu peux valider la personne, puis après, trouver un point où on avance ensemble. Puis Louise, elle a cette qualité-là d'être, oui, têtue, mais oui, une tête forte, mais une femme extrêmement humaine qui reconnaît la valeur humaine des gens. Ce qui fait que elle est pas facile de dire non à Louise. Puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec elle. Et je pense qu'on s'aime énormément, même si on n'est pas dans la même famille politique fédérale. Mais on est des femmes, je pense, qui se sont retrouvées dans... Pourquoi on fait ça, de la politique, t'sais? Puis on fait ça parce qu'on est des gens qui veulent être utiles à sa société puis à sa population. Fait que je me sens très, très privilégiée d'avoir dans ma vie. C'est quoi, toi, ta raison d'être? Pourquoi ma raison d'être? Ta raison d'être? Moi, je pense que je suis une immigrante. Tu te disais tantôt, on aurait la 2e femme à la tête. Oui, c'est vrai. Je me suis jamais qualifiée comme une femme immigrante. Je suis une femme, oui, je pense que ma raison d'être, c'est donner la valeur à ce sacrifice d'avoir quitté un pays, d'arriver quelque part, puis de contribuer. Je pense que c'est ça ma raison d'être. Je pense que c'est l'exemple d'intégration ultime aussi, oui. d'être parti d'un pays où ça brasse pour arriver ici puis diriger la ville, la métropole. Mais tu sais, j'ai été ministre fédérale. Tu sais, ma mère, quand je pense que ma mère a pensé que sa fille elle se retrouvée dans un gouvernement, dans le pays qui l'a accueillie. Fait que dans le fond, c'est comment tu vas aussi loin que de dire, comment je contribue à ce pays d'accueil, parce que dans le fond, ce que tu veux à tous les jours, c'est de démontrer au pays qui t'a accueilli que tu as ta place. C'est vraiment ça. Ça t'émeut, hein? Fait que, oui. Donc, c'est très senti. T'es perdu dans tes questions, hein? Non. Je laisse un long silence malaisant. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai pas grand-chose qui me met dans le malaise, moi, t'avouer. Non. Bon, finalement, après Louise Arel, t'es retournée travailler à la TOU. T'as reçu un coup de fil de Mélanie Joly en 2015, qui réclame ton aide pour sa campagne d'investiture. Vous êtes connus comment? On s'est connus au municipal. OK. On était des adversaires.
Ah oui? OK. Oui. Moi, j'ai essayé de la recruter pour qu'elle se présente avec nous, puis Marcel Côté. Ouais. Puis elle a essayé de me recruter pour que je fasse sa campagne, que je devienne sa directrice de campagne à Montréal. OK. Ce que je ne pouvais pas faire. Tu sais, moi, je m'étais engagée avec Louise Arel. Moi, c'est une affaire que je suis loyale. Moi, je vais au bout de l'aventure. Ouais. Qu'elle soit positive ou négative, là, moi, je suis comme all-in. Tu sais, fait que moi, je vais au bout. Fait que j'ai pas... on s'est refusé, mais on s'est beaucoup apprécié, moi puis Mélanie, puis on est toujours restés comme en bon terme. Tu sais. Ça a cliqué, là. Oui, on s'est apprécié, mais c'est pas Mélanie qui m'a appelé. Moi, j'ai été voir le parti en 2015, fédéral. Ça faisait 10 ans qu'on avait le Parti conservateur à Ottawa. Moi, je venais du milieu de la culture. Je savais à quel point ça avait été dur pour le milieu de la culture. Ouais. Il y avait toute la question aussi sur la question du droit des femmes. Fait que moi, je suis allée voir Pablo, qui était le directeur de la campagne de Québec. Puis j'ai dit à Pablo, j'ai dit, écoute, moi, je me suis jamais mouillée au fédéral, mais là, je choisis le fédéral, je choisis le Parti libéral avec Justin, parce que vous me donnez ce que je pense qu'on a besoin comme femme, milieu culturel, etc. Ouais. Comment je peux t'aider? Puis c'est lui qui m'a dit, écoute, ça se pourrait que Mélanie s'en vienne. Elle va peut-être... Ah, ben j'ai dit, écoute, on va... C'est un bon match, là. Mais écoute, une investiture avec Mélanie, ça a été compliqué. Oh my God, c'était 9 candidats. Ça a duré 7 mois de campagne, 8 mois de campagne investiture. Ça a été long. Si les gens ils pensent qu'on y a donné, là, elle l'a travaillé, elle a gagné au 3e tour de l'investiture. C'était une campagne contre Maria Mourani du NPD. Tough campagne. Quand même. Puis après ça, ben Mélanie, elle m'a dit, écoute, pas sûr que ça te tente de rester à Montréal. Si elle est ministre, elle était ministre. C'est comme si on te demande d'aller, aller entraîner l'équipe nationale, puis tu fais comme, oh, non, on va rester chez nous. T'sais. Non. Fait que j'ai l'ai su à Ottawa. Ouais. Puis ça n'était pas dans les plans non plus de faire ça, mais c'était vraiment une belle expérience. Écoute, tu te retrouves conseillère au patrimoine. Ouais. Quel parcours, tu sais, du Chili au patrimoine canadien. Tu peux pas être... non, c'est clair. Oui, c'est sûr. Mais tu deviens toi-même député d'Hochelaga en 2019 par une petite majorité, à peu près 300 voix. Puis une deuxième fois en 2021, mais là, avec 3000 voix. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ben moi, je voulais démontrer que j'avais pas été une erreur de parcours. Ouais. Puis pour ça, il fallait que je sois la meilleure députée d'Hochelaga. Puis Hochelaga a quelque chose de vraiment spécial. C'est comme un village. Mm-hmm. Quand on t'adopte, on t'adopte. Puis... C'est pas... Genre, moi, je suis Soraya dans Hochelaga. Je suis pas la députée libérale. Même les gens me demandent... Tu vas demander aux gens dans Hochelaga, tu vas me demander dans quel parti que je suis. Ouais. Comme... Il y a vraiment ça dans Hochelaga. C'est cette espèce de village. Tu sais, Louise Arel était députée 30 ans. Ouais. Dans les hauts et les bas du PQ, puis tout le monde qui était libéral votait pour elle. Il aime Louise. Il aime Louise. Il aime Louise. C'est ça. Fait que moi, il y avait un peu ça. Fait que moi, j'ai voulu démontrer que j'étais pas une erreur de parcours. Puis qu'on l'avait travaillé, oui, mais que c'était pas une erreur de parcours. Puis je pense que j'ai été une très bonne députée pour Hochelaga. Puis j'ai beaucoup aimé ce rôle de député. Je pense qu'être député, j'ai plus aimé le rôle de député. Puis je sais que les gens le disent souvent, mais c'est vrai, que le rôle de ministre. Mm-hmm. Parce que député, c'est ton monde. C'est comme ta famille. C'est ton patelin. Là. C'est vrai que Louise, moi, je travaillais aux Nouvelles de l'Est. Ça existait-tu dans ton temps? Ça existe encore? Non, ça n'existe plus. Bon, ben, c'était le journal local. Oui, tout à fait. Louise, tu te promenais avec Louise, tu te promenais avec Bono en Afrique. Là, je disais, tout le monde allait la voir. Oui, puis encore aujourd'hui, les gens se souviennent de Louise. Puis là, fait que je suis très privilégiée d'avoir ça. Je me suis promenée dans la Place Valois encore cette semaine. Puis les gens me disent, ah oui, notre député, mais là, vous allez à la mairie. Là. Ah, c'est bon. Sont-ils contents? Ils sont contents. Okay. Puis quand j'ai été nommée ministre, my God, les gens étaient contents. Ouais. Parce que c'est comme si c'est Hochelaga qui avait gagné quelque chose, tu comprends-tu? C'est parce qu'il n'y avait jamais eu un ministre à Hochelaga, là, fédéral. Jamais, là. Jamais. J'avais pas pensé, mais c'est Mais vrai. non, jamais. Wow. Fait que c'est comme s'il avait gagné quelque chose. Ben oui. Ben oui, mais on gagnait ensemble. Fait que c'est le fun, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Louise, elle fumait-tu encore en cachette un peu? Non, elle fume plus. Arrêté? Elle a arrêté. Moi, je faisais des entrevues avec, elle fumait, puis t'es comme, dis pas ça, là. Non, c'est ça. Non, elle a arrêté. Elle a arrêté. Quand t'es devenue justement ministre du Tourisme, au sortir de la pandémie, j'imagine que tout était à refaire pour brander, revendre le pays. Tu sais, c'était... Oui. C'est ça, là. Mais c'était le secteur de l'économie qui a complètement crashé. Complètement. C'est un gros mandat pour toi? Oui, mais en même temps, je pense qu'il y avait déjà eu un début. Tu sais, moi, j'ai quand même travaillé avec... J'ai repris un portfolio que Mélanie Joly avait eu au début. C'est elle qui l'avait eu durant la pandémie. Puis elle avait fait quand même des bonnes choses. Elle avait mis en place des programmes qui avaient soutenu l'industrie quand même beaucoup. Puis moi, je pense que, tu sais, dans toute crise, il y a des opportunités. Puis moi, j'ai l'impression que le Canada comme tel, dans une crise du tourisme mondial, où les gens reprennent vie puis ils sont comme, OK, là, on peut sortir, on peut voyager. Ouais. Mais ils vont aller vers où ils sont en sécurité, où il y a des choses à découvrir. Puis le Canada, on a ce que le monde veut.
on a des espaces, on a la nature. Tu sais, on peut avoir le sentiment d'aller quelque part où personne n'a mis les pieds, parce que c'est tellement grand. Ouais. Fait que, tu sais, on a quelque chose de très particulier. Puis on a aussi une belle relation qui n'est pas parfaite, on s'entend là, avec les Premières Nations puis les peuples autochtones, qui fait que même les peuples autochtones sont en train de développer leurs propres industries touristiques, qui fait qu'on a pris un leadership important au niveau mondial sur l'offre touristique très spirituelle, très ancrée dans les Premières Nations, entre autres, puis les peuples autochtones. Fait que il y a une opportunité incroyable. Puis ça, les gens ils ont accroché à ça. Puis je pense que c'est pour ça que c'est un beau défi, mais en même temps, vraiment une belle opportunité pour le pays, tu sais. Ouais. Écoute, tout va bien? Ben oui. Tout va bien, Rafi? Je vais faire une petite entrevue dans l'entrevue. OK. Donc, là, c'est une entrevue touristique. OK. Il faut que tu remettes ton chapeau d'ancienne ministre du Du tourisme. C'est quoi la plus belle attraction? Puis là, c'est toi, là. Tu n'as pas besoin de parler au nom de... là. Toi, Soraya, la plus belle attraction touristique au pays. Mettons que tu vends, là, tu t'en vas en voyage, puis tu rencontres quelqu'un. Moi, je pense qu'on a quelque chose au pays que... Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent l'offrir. C'est la nordicité des grands espaces, puis c'est quoi le mot en français, là? Les aurores boréales. Ouais. Oh my God, ça n'a juste pas de bon sens. J'ai jamais vu ça, moi. Ben, moi non plus, j'avais jamais vu ça. Ça doit être incroyable. Ça n'a juste pas de mots. C'est d'une beauté incroyable, puis je pense que tout le monde dans sa vie devrait avoir cette chance de voir ça. Puis au Canada, on a la chance d'en avoir plusieurs beaux spots à faire. Aurore boréale. OK. Oui, vraiment. Au Québec? Au Québec, il y en a des aurores boréales, d'ailleurs. Puis, mettons, là, en dehors des... Qu'est-ce qui est la plus belle chose au Québec à voir? Écoute, moi, j'ai un souvenir vraiment incroyable du Québec, c'est le Rocher Percé. Parce que, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une folie avec mon demi-frère, qu'on a monté la falaise en face, tu sais. Vous avez fait de l'urbex au Rocher Percé? Ouais, mais on s'est fait sortir par les pompiers puis tout, ça crée... Sérieux? Oui, je suis vraiment, vraiment sérieuse. Puis ma mère était enceinte, elle savait pas ce qui se passait, elle voyait passer les pompiers puis tout. T'as vandalisé notre rocher? On n'a pas vandalisé, on a juste resté pogné dans la falaise, on pouvait plus descendre ni monter. T'es resté coincé sur le Oui, rocher? fait que j'ai une belle image du tourisme à Rocher Percé. Ils sont obligés de sortir avec des cordes de pompiers. Mais bref, tout ça pour te dire que moi, je trouve que le Rocher Percé a quelque chose de tellement majestueux, là. Toute cette région-là... t'arrives, tu sors du fleuve, t'arrives dans la mer, c'est juste tellement majestueux. J'ai jamais vu. Mais coudonc! Ben non, mais je sais bien. C'est souvent ça. À Montréal? À Montréal? Ouais. À Montréal, il y a vraiment plusieurs spots intéressants que les gens, ils savent. On peut-tu se rappeler qu'on est une île? Oui, hein? C'est vrai. On l'oublie. Quand dans le plateau, là, tu fais comme... Non, on est une île. On est insulaire. Ouais. Donc, tous les bords d'eau à Montréal, tu vas trouver des affaires vraiment le fun. Puis des affaires vraiment poches. Oui. Tu sais, genre le port de Montréal puis les déversements qui n'ont pas de bon sens. Mais tu vas trouver, tu sais, la plage de l'Est, tu vas trouver le canal de la Chine, tu sais, dans le Nord. Juste faites le tour de l'île, là. C'est incroyable ce que vous allez avoir. Il y a des petits bateaux dans le canal de la Chine. On a fait ça, moi puis Philippe, mon boss, l'autre fois. Oui. On a fait un petit tour de bateau. Ben oui. Mais moi, je viens de déménager. Oui. Parce que j'ai une maison à Montréal, mais j'ai une famille avec 3 enfants dedans. Fait que je n'ai pas repris ma maison. J'en ai acheté une autre pour les mettre dans la rue, OK? Ouais. Fait que là, j'ai acheté une autre maison, puis j'ai trouvé un bijou. Quand j'ai acheté ça, j'ai dit, mais voyons donc, on a ça à Montréal. Je suis sur le bord du fleuve, devant l'île Sainte-Thérèse. Wow. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis je trouve que si on peut se rappeler de ça à tous les jours, là, qu'on est une île, on va mieux prendre soin de notre ville. Attends, là, tu as déménagé en banlieue? Non, je suis à Pointe-de-l'Île. À Pointe-de-l'Île? À Pointe-aux-Trembles. OK, few. Oui, Là, oui. j'étais là, voyons. Mais non. 3 enfants? La famille qui a loué ma maison. OK, mais toi? 3 enfants. Non, j'en ai 2. Mais J'en ai j'en ai perdu un. Donc, j'en avais 3, oui. Ah, OK. Mais j'en ai 2. Vivants. Puis, ils ont quel âge? Ma fille a 24. Ouais. Mon fils a 22. Fait que ça, c'est pas pire. Oui. Sont-tu fins à cet âge-là? Non. Oui, ça dépend. Tu sais, ça dépend de la journée, comment ils se lèvent. Parce qu'à cet âge-là, tu as soit 7 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend. Tu sais, ça dépend. Fait qu'ils sont pas encore à maturité. Non, mais moi, j'ai 17 et 13, puis c'est pas le fun. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, des fois, j'ai 20. Hein, ça dépend de la journée. OK, ouais. Puis des fois, je peux avoir 80 quand j'ai de l'arthrite. Mais bon.
Mais ils sont contents, eux autres? Oui, ma fille est agent de bord à Air Canada. Ah, wow, OK. Ça, c'est cool. Mais, la pandémie a été difficile pour nos jeunes. Hein? Ben, surtout, puis mes enfants n'ont pas été immunes à ça. Ouais. Puis mon fils, ben lui, quand il a vu la pandémie, il a fait comme moi, il faut que j'arrête, là. Fait que je fais autre chose. Puis il plante des arbres en ce moment. Fait qu'il fait ça chaque année. Fait que ça fait 4 ans. Oui, il plante des arbres, il ramasse son cash puis il voyage. Ça fait 4 ans qu'il fait ça. Ben oui, excellent. Fait que je le vois 2-3 fois par année. Ouais. Là, le prochain voyage, c'est l'Asie. Ça va au Vietnam, Thaïlande. Il fait tout ça. Bravo ton fils. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Il va finir avec un bateau à quelque part. Faites tout ça, les jeunes. Voyager. Ah, tellement. Ouais. C'est comme une expérience de vie. Je l'ai fait. Moi, j'ai lavé des chiottes dans l'Ouest, puis j'étais housekeeper, puis voyager. Ouais. Fait que lui, il plante des arbres. Il habite dans une petite tente. Puis, il doit être en shape, là. Pas en tout. Non? Il est comme tout maigrichon, mais il a été sportif toute sa vie. Il était en sport-études à Camo. Il faisait du plongeon. Puis, mais tu sais, c'est un petit maigrichon, là. Okay. Mais il a de la volonté puis de la détermination. C'est un bon trait de caractère. Ils doivent être fiers de leur mère, là. Oui, mais tu sais, vivre avec une mère qui fait de la politique, c'est pas... Ça a ses pour et ses contre. Si tu leur poses la question, ils vont dire qu'ils n'ont pas aimé ça. Parce ils ont vu le dark side un peu. Oui, tu sais, t'es pas là souvent. Ton téléphone... Écoute, là, mon fils, là, quand j'étais au primaire, là, à un moment donné, il arrive à la maison. Puis il avait fait une carte pour... Tu sais, des cartes pour la fête de mère, là. Ouais. Puis là, c'est une carte, puis il y a comme plein de petits carreaux dessus. Puis je suis comme, c'est beau comme dessin abstrait, tu sais. Puis là, j'ai dit, Yanko, c'est beau ta carte de fête, non, tu sais. J'ai dit, ben, c'est quoi, tu sais? Ben, il dit, maman, c'est un téléphone. Là, tu fais comme... mon carte Dieu. de mère. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui... Il t'associe à ça. Tu sais, comme mère, c'est sûr que faire ce qu'on fait, ça a des sacrifices. Puis nos enfants, ben, des fois, ils vont payer le prix plus fort que... Parce que t'es pas là à 100%. Tu te partages. C'est difficile, cette vie de... Tu sais, le service public, là, on le voit, on est très critique de nos politiciens, je comprends. Mais la famille paye un prix aussi pour que nous, on fasse ça. Puis mes enfants l'ont payé, ce prix-là. Oui, tu sais, le prix de tes convictions, mais tu sais, Le prix de ton temps. Le prix de ton temps. Parce qu'il n'y a plus de temps. Moi, je peux avoir un appel à 10 h le soir, à 5 h le matin. Il n'y a plus, la notion de temps n'existe plus. Aujourd'hui, tu me demandes quel jour qu'on est, j'ai aucune idée. Tu sais, je veux dire, t'es là 7 jours sur 7. Fait qu'il y a plus, cette notion de temps n'existe plus. Donc, pour les enfants qui, de l'autre côté, ils disent, OK, ben donc, moi, c'est quoi mon temps à moi? As-tu peur de regretter ça un jour, d'être une vieille Soraya, puis là, tu fais, bon, ben finalement, tu sais, il n'y a plus personne qui... Non, je pense que... Puis... Non, c'est drôle, je parlais justement à la fille de Louise, Catherine, puis je pense qu'à quelque part, j'espère que mes enfants, aujourd'hui, qui sont plus vieux, ils voient aussi ce que j'ai fait, c'est ce qu'on réussit, l'intention qu'on a derrière. Puis je pense qu'ils sont fiers, en fait, de dire, ils sont fiers de dire que tu donnes du temps pour les autres, puis ça fait partie de la générosité de dire, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux léguer à ta société? Qu'est-ce que tu veux léguer à ta communauté? Qu'est-ce que tu lègues? C'est pas juste être pour toi qu'on fait des choses. Fait que je pense que non. Je pense qu'au bout du compte, je sais qu'ils vont être compréhensifs. Mais je suis assez d'accord que les gens qui connaissent un peu la politique, si vous vouliez être riche, vous ne seriez pas en politique. C'est bien plus payant aller au privé puis tout ça. C'est que là, bien moins compliqué. Moins compliqué. Des soupers avec... Ça ne te tente pas tout le temps, là, les chevilles de colons. Ça, c'est un exemple. Faut vraiment que t'aimes le monde. Ça, c'est sûr. Faut que t'aimes le monde. Faut que t'aimes le monde. Si t'aimes pas le monde, va pas là-dedans. Faut que t'aimes le monde. Moi, là, aller à des soupers spaghettis, on niaise avec les soupers spaghettis. Mais tu t'assois avec des gens qui sont peut-être à la retraite, qui ont contribué à cette ville, à ce pays, puis qui ont des choses à dire, puis sont intéressants. Fait que moi, il faut que tu aimes le monde. Il faut vraiment que tu aimes t'asseoir puis parler. Là. Tu peux pas être fauné longtemps parce que tu jases vraiment avec les gens. Non, tu peux pas être fauné. Ça va t'offrir une semaine ou deux, puis après ça, tu sais ça. Impossible. Non, moi là-dessus, je suis assez d'accord. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les politiciens parce que c'est une job 7 jours, fin de semaine, tout le temps. Tu peux pas être sa brosse là, dans un... Il faut que tu fasses attention. Là. Exact. OK, on revient à politique municipale. Dans quel état tu qualifierais la ville actuellement? Ça, c'est le petit segment partisan. Là. Fait que toi, c'est correct, ton jupon dépasse. Là. Tu peux parler des dossiers. Non, mais je vais revenir sur ce que je t'ai dit tantôt. Oui, je suis partisane, mais plus que ça. Je pense que la ville est devenue un peu silencieuse. Puis il faut se rappeler qu'on est dans des quartiers puis qu'il faut que la qualité de quartier soit là. La qualité de quartier d'un quartier ou l'autre n'est pas la même. Que tu ailles dans le quartier chinois ou que tu ailles dans d'autres quartiers, les citoyens ne vont pas nécessairement sentir qu'ils ont le même service. Les taxes ont augmenté, doublé même, dans les dernières années.
Fait qu'il y a un disconnect entre ce que j'ai comme service versus ce que je paye comme taxe. C'est ce que les citoyens vont dire dans cette perception. Fait que, mais au-delà de ça, on a comme oublié qu'on est la plus grande ville du Québec, qu'on est la deuxième plus grande ville du Canada, qu'on est la plus grande métropole d'innovation, de créativité, puis on a oublié ça. Tu sais, la recherche sur l'intelligence artificielle, on est les leaders dans le monde. Puis on n'est même pas capable d'intégrer ça dans nos services en termes de comment on gère notre ville. Fait qu'on a comme oublié qu'on était cette ville innovante puis qu'on devait redevenir cette leader de métropole qui est Montréal. On voudrait retrouver Montréal. Ah, retrouver Montréal. C'était ça tantôt? Non, tantôt, t'as pas ça. C'est pas ça que t'as dit tantôt. Réveiller Montréal. Réveiller Montréal. Réveiller Montréal. Ben, retrouver, c'est pas pire aussi. Ben, ça, c'est pas pire aussi. Mais on les note, l'équipe, elle note tout ça. Là. Vous me ferez un virement, s'il vous plaît, pour... C'est ça. Mais je peux t'envoyer une partie des coûts des affiches. Ben, c'est vrai que c'était là, médiatiquement, Montréal a mauvaise presse, que ce soit la crise des personnes en situation d'itinérance, l'incivilité, la cohabitation difficile dans le transport commun, les logements. C'est vrai que là, on peut pas dire qu'on entend parler entre... Non, les gens, ils s'attendent à ce que, minimalement, la ville elle soit propre et sécuritaire. Et cette base-là, tu peux pas demander aux citoyens d'avoir des grandes ambitions puis rêver Montréal si t'es pas capable de leur donner cette base-là. Puis moi, c'est de cette prémisse-là que je pense. C'est que moi, je veux gérer mieux. Je veux que la ville fonctionne, qu'elle soit facile. Toi, là, ça n'a pas de bon sens que t'es pas capable d'avoir demandé un permis avec ton téléphone. On fait tout avec notre téléphone. Moi, j'ai ChatGPT dans mon téléphone. Je veux dire, toi aussi. Là, tout le monde a ça. Là. Ouais. Dans une certaine génération. Mais là, aujourd'hui, on s'attend que la ville elle soit agile. Elle n'est pas agile. Elle est ankylosée. Est-ce que tu vas tuer le fax, Soraya? Non, s'il vous plaît. Oui, parfait. Non, mais tu comprends? Je vais voter pour toi si... Non, mais c'est parce que ça n'a pas de sens qu'une ville, encore, on est dans le fax. Peux-tu me numériser un document? Non, ça s'appelle un PDF. Là. On peut te l'envoyer. Là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, il faut que la ville, elle devienne agile, moins ankylosée, moins bureaucratique. Ouais. Comme je te dis, on a l'intelligence artificielle, on ne l'inclut pas dans nos affaires, tu sais. Puis honnêtement, l'intelligence artificielle, si Internet a eu l'impact sur notre vie, là, hier, là, c'est comme 100 fois ça. Là. Ouais. Fait qu'il va falloir qu'on soit... Puis on a la chance d'avoir tout ce brain-là, ce cerveau à Montréal, mais il faut l'utiliser mieux pour que les gens comme nous, comme ceux qui nous écoutent, ben il n'y a pas à prendre une demi-journée dans leur journée de travail pour aller demander un permis pour changer des portes et des fenêtres chez eux. Il faut que c'est ça, il faut que ça soit simple. Ouais. As-tu un rapport optimiste avec l'intelligence artificielle ou apeuré un peu? Je pense que c'est un peu des deux. Puis c'est sain d'avoir les deux. C'est-à-dire, tu dois être capable de dire comment je l'intègre dans ce que je fais. Puis en même temps, te poser les questions d'éthique par rapport à ce que ça représente pour les artistes, par exemple, pour la culture. Fait qu'il faut avoir cette dualité, elle va être importante de la garder jusqu'à temps qu'on soit... Faut que l'intelligence artificielle soit au service de l'humain, là, pas l'inverse. Mais fait qu'il faut garder un peu cette tension-là, t'sais. Tu t'es engagée, Soraya, à être la mairesse du logement. Ça veut dire quoi? Tu sais, moi, quand je suis assez vieux et cynique, quand il y a un élu qui promet des logements abordables et sociaux, j'ai l'impression que c'est un disque qui saute. J'entends ça depuis 20 ans. Puis finalement, comme là, c'est la pire crise encore. Ça va pas bien. OK, moi, je vais te dire que, encore une fois, il faut que Montréal, notre ville, change complètement le paradigme dans lequel elle fonctionne. Ça veut dire quoi, ça? Montréal a toujours été une ville qui donne un soutien. Hein? On donne un programme de soutien, on va créer des programmes qui vont aider. Moi, je te dirais que la ville doit maintenant mettre un chapeau d'être un développeur immobilier. Ça, c'est complètement différent. D'être un développeur immobilier pour construire les logements qu'on a besoin. Puis ça, c'est pas juste les logements à marché que le privé va s'en occuper. Fait que là, il faut les aider à faire ce job-là parce que là, honnêtement, on est devenu un trou de beigne. Là. Le privé ne vient plus à Montréal. Là. Ça va à Brossard, Longueuil, à Laval. C'est un trou de beigne privé. Là, OK? Fait que ça, c'est un enjeu. Fait que ça, le privé va s'en occuper. Moi, je dis, nous, là, la ville, moi, ce que je veux, c'est que Ville de Montréal devienne un développeur immobilier de l'abordable, social et hors marché. Ça veut dire que notre équité foncière, ce que ça vaut le terrain qu'on a, on peut l'utiliser pour construire le logement. Mais pour ça, il faut que nous, on soit des développeurs. Puis on ne fonctionne pas comme ça. Encore aujourd'hui, tu sais, hier, Projet Montréal, Luc Rabouin a proposé un prêt de garantie. Mais c'est pas ça être un développeur. Moi, je veux pas être une banque, là.
Moi, je veux le développer, le logement. C'est une façon très différente de pencher. Donc, de mettre les équipes, les contracteurs à l'ouvrage, Totalement. ben, c'est la ville qui gère ça comme un propriétaire. Avec un OBNL, Ouais. parce qu'on va toujours avoir un gestionnaire d'OBNL, mais c'est pas normal que la ville, dans les 8 dernières années, a acheté au-dessus de 87 terrains et bâtiments, dont plus de 50% n'ont pas de projet dessus. L'hôpital chinois, là, tu pourrais avoir des maisons de chambre là-dedans depuis le jour 1 que tu l'as eu. Que tu l'as acheté. Ah ouais, go! Je veux dire... La maison de chambre qui fait l'actualité là, pour des mauvaises raisons. Il y a 2 jeunes qui sont électrocutés dedans, je pense, Oui, en faisant de l'urbex. Là. Il faut que la ville prenne en main ses bâtiments plus rapidement. C'est pas normal que pour un projet transitoire, parce qu'on n'est pas capable de le construire, qu'on fasse un mini-pot dessus. C'est pas normal. Le résultat on l'a pas réglé et on n'a pas donné le nombre d'unités qu'on veut avoir. Ouais. Puis tu peux pas acheter un terrain ou un bâtiment puis penser que l'univers va s'en occuper. Puis de dire, j'attends que Québec m'envoie l'argent puis le fédéral. C'est souvent ça. Mais non, mais on peut pas penser comme ça. Fait que soyons nous-mêmes des développeurs. Toi, tu as une maison, là. Tu achètes une maison. Ouais. Puis il faut que tu la rénoves. Tu vas pas te dire, moi, je vais attendre que, tu sais, m'amener un programme à quelque part qui va peut-être me donner de l'argent. Puis non, tu vas aller à la banque, tu vas dire, regarde, ma maison, là, je viens de l'acheter, elle vaut tant. Ouais. Sur le marché, c'est une fois rénovée, elle va valoir tant. Prête-moi l'argent, moi à faire. C'est ça que tu vas faire comme développeur. Ouais. Mais c'est ça que la ville doit faire. C'est exactement ça. Puis on ne fait pas ça. Rebâtir Montréal. Écoute, là. Rebâtir, retrouver, puis réveiller. Les 3 R. Les 3 R. On s'en vient quelque chose. Parce que, tu sais, moi, je suis vieilli chez Urbania. Je vais avoir besoin d'un autre job bientôt, là. Puis, mais tu t'en viendras chez nous. J'ai des postes de conseiller. Ouais, là, je vais faire vieillir ton staff. Pas mal, là. C'est pas sûr que ça leur tente de m'avoir dans leur party. Mais attends, mais là-dessus, là, c'est une question que tu poses pas, mais tu sous-tends quelque chose là-dedans. C'est pas parce que t'es plus vieux que t'es pas jeune dans la politique. Parce que si tu n'as jamais fait de politique dans la vie, c'est un regard nouveau que tu veux donner à la politique, une façon de faire différente. Non, ça vient pas avec l'âge. Tu es une jeune politicienne, mais chez Urbania, tu serais un ancêtre comme moi. Là. C'est parce que ça dépend de où. Je comprends. Là, en politique, t'es du sang neuf. Là. Tout va bien. Là. Tout va bien. Oui. On a eu l'avertissement. Bon, je serais pas le meilleur journaliste en Amérique si je revenais pas sur la petite controverse il y a quelques mois quand on a appris que tu avais exigé un dépôt de près de 3 000 à un locataire dans le passé. Une pratique illégale. C'est pas la fin du monde. Mais c'est parce que tu avais dit non, tu avais nié, puis finalement... Non, c'est ça l'affaire. Je trouve ça dommage parce que... Puis moi, j'ai pas voulu contester le journaliste là-dessus. Ouais. Quand il m'a appelé... Moi, je n'avais pas nié le dépôt. J'ai nié le dépôt du loyer. Parce que je n'ai jamais pris de dépôt de loyer, et c'est vrai. Moi, j'ai pris un dépôt de 1 000 $ sur des électroménagers, 5 nouveaux électroménagers. Pas le loyer. Donc, je n'ai pas... Mais à un moment donné, la politique puis les médias, des fois, tu sais, quand tu tombes dans l'explication, tu fais comme, garde, à un moment donné, tu laisses passer le tsunami, là, puis tu fais comme, OK. Tu dis, ben oui. Mais moi, je n'ai jamais demandé un dépôt de loyer pour cette maison. Je me souvenais même pas que j'avais demandé un dépôt de loyer pour les électros. C'est le locataire, même lui, il s'en souvenait pas non plus. C'est un notaire, by the way. Ouais. Fait que lui puis moi, on était comme... c'est pas légal, ça. Fait qu'on le savait même pas. Juste pour te dire à quel point aujourd'hui, cette pratique est tellement commune que je suis contente que tu en parles parce que, à la limite, là, faut que ça serve à quelque chose. Si j'ai fait le front page du Journal de Montréal, bien aujourd'hui, au 1er juillet, il y a un paquet de monde là, qui sont allés chercher des loyers puis ils disent « Hey, finalement, c'est pas légal, cette affaire-là. » T'as fait exprès, dans le fond, pour le faire? Non, pas du tout. Pour donner l'exemple. Pas exprès. Mais ça a-tu fait le front page du Journal de Montréal? Vraiment. Ah oui. Ça a fait le front page du Journal de Montréal. Puis à quelque part, c'est une job de bras, puis c'est correct, là, mais moi, je suis de bonne foi, tu sais. Puis ce qui m'a fait plus mal là-dedans, c'est l'atteinte à la réputation sur la bonne foi. Moi, je suis de bonne foi. Je cache rien. J'ai pas... Tu sais, je suis la fille authentique. Moi, je cache rien. Puis je trouve que ça a été un peu une mauvaise foi de faire un article comme celui-là, sur la base de quelque chose qui était... Ça aurait pu être mieux expliqué. Mais en même temps... Dans les médias, tu le sais comme moi, des fois, c'est noir ou blanc. La zone grise, on n'aime pas ça. C'est pas assez ça, c'est-tu ton seul squelette dans le placard? Ça va? Écoute, tu sais, il peut y en avoir d'autres, là, mais je sais pas, moi. Tu sais, qu'est-ce qui est un squelette? Tout le monde a des choses dans la vie dans lesquelles on n'est pas fier. Moi, non, mais je te laisse. Non, mais tout le monde dans sa vie a peut-être des choses qu'on a fait qu'on n'était pas fier. Tu sais, l'erreur est humaine. Moi, je pense que l'erreur est humaine. Il faut assumer les erreurs.
Puis il faut être de bonne foi, puis c'est tout, tu sais. Au pire, au bout de tout ça, après ta carrière, tu iras faire un petit pèlerinage à Compostelle. C'est Oui, la mode dans ton parti. Moi, je vais être contente, ça veut dire que j'ai du temps. Oui. Ça veut dire que j'aurai du temps. OK, on achète. Mais t'es-tu beaucoup dans l'immobilier? T'es-tu comme Non, pas du tout. T'es-tu la Luc Poirier Oh féminine? my God, non, tellement pas. Combien de Ferrari? 40? J'en ai pas. Moi, j'ai une Toyota hybride rechargeable. C'est ça que j'ai. Ça, c'est bien, c'est écologique. Quel politicien admires-tu le plus, tout parti confondu? Tu peux même sortir du Québec, du Canada. La nouvelle présidente du Mexique. Je la suis beaucoup. Je lis ce qu'elle fait, je fais ses posts. Je trouve que c'est une femme qui a réussi beaucoup à justement faire le pont entre un pays qui est pas facile à gouverner, le Mexique. Hein? C'est très difficile. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son approche très humaine. Puis bon, c'est sûr que, tu sais, pour moi, une femme comme Luzarel, j'aime beaucoup. J'ai écouté Brian Mulroney dans une conférence très privée à un moment donné. Ouais. Tu sais, il y a des personnages historiques comme ça qui sont inspirants. Il faut se rappeler que Brian Mulroney s'est tenu fort devant l'apartheid. Tu sais, des personnalités comme ça, je trouve ça inspirant. Là, tu sais, d'avoir le courage de, pas juste ses convictions, mais des fois pas dire ce qui est populaire, mais dire ce qu'on a besoin de faire. Là. On achève. Je veux juste te demander, tu sais, consommes-tu beaucoup de culture québécoise? C'est quoi ton dernier roman québécois, mettons? Oh mon Dieu! Moi, il y a une affaire que faut que tu saches. Je suis dyslexique. OK. Fait que moi, les noms, là, c'est épouvantable. Ouais. Fait que moi, je mélange toutes les... Fait que tout ce que j'ai dans ma tête, là, c'est des couvertures de livres. Mais il y en a deux, là. Tu sais, il y en a un que je sais, c'est le roman, il est bleu, Dominique... en tout cas, bref. Mais l'autre que je viens de... Les Pêches ordinaires d'Hugo Meunier, un excellent roman. Bravo. Ah bon, mais merci. Excellente Mais idée, Simon merci. Poupard, le dernier que partout. j'ai lu, parce que je l'ai invité au congrès, Vidangeur, qui a écrit. Ben oui, Journal d'une vidange. Oui, puis je l'ai rencontré, je l'ai beaucoup Il est aimé. très gentil. Très gentil. T'as-tu une passion secrète? Tricot, peinture, karaoké? Y a-tu quelque chose si on te connaît, on va faire... Ah ben oui, Soraya a fait ça. Je fais de la boxe. Tu fais de la boxe? Oui, je fais de la boxe. Ah oui? Oui. OK. Genre, depuis longtemps? Ben, là, j'en fais moins parce que j'ai moins de temps, puis là, j'ai déménagé, puis j'ai pas de gym à côté de moi. Ouais. Mais oui, j'ai fait de la boxe pas mal longtemps. C'est une des façons que je me suis remis en forme, parce qu'à un moment donné, j'étais dans un... Je pesais beaucoup de poids et j'étais pas très en santé. Et la boxe, comme, m'a sauvée de moi-même. Ben, c'est bien Fait que j'ai fait ça pendant longtemps, oui. Montréal remonte dans le ring? Ah! Non, mais là, écoute, là, c'est comme tu te lâches, là, Oui, c'est oui, bon. oui. On va t'inviter à nos rencontres d'idéation. Quand même. Donc, tu peux péter des gueules aussi. Là. Ça, c'est quand même pas pire. Ben, c'est ça, Soraya. Merci. Mais je m'entraîne à tous les jours. J'essaie de m'entraîner au moins 4 Oui. fois par semaine. Oui. Fait que je Bon. m'entraîne. Ça, c'est comme... C'est tous les matins, là. T'as-tu une vacance? Tu pars en vacances ou là, t'es Oui, je prends quelques jours. En fait, prochainement, je m'en vais dans notre Grèce à nous, qui est les îles de la Madeleine. OK. On va aller faire un petit tour. Tu vas, en chemin, tu vas aller grimper dans le rocher percé? Non, ça, been there, done that. OK, On c'est peut plus fait. faire ça, oui, non. C'était un plaisir, Soraya. Merci, Bonne merci campagne. beaucoup. Merci beaucoup de Merci, m'avoir bonne invité. chance. Merci.